FTQ mène depuis maintenant 4 ans une campagne qui s'appelle « Une retraite à l'abri des soucis » qui vise à améliorer le sort de tous les retraités. Claude Grenier, qui est coordonnatrice de la campagne pour la FTQ, va nous entretenir ce qui est fait dans ce dossier ou ce qui n'est pas fait, c'est selon, hein, parce que malheureusement, évidemment, on aimerait ça que ça avance un petit peu plus vite ce dossier-là, mais semble-t-il qu'il y a toujours une question de conjoncture quand on parle avec le gouvernement fédéral. Du même coup, elle va aussi nous parler de l'arrivée du RVER, donc je donne l'exemple, le régime volontaire d'épargne retraite, qui a été mis sur pied tout récemment par le gouvernement du PQ. Donc, ça a été un des premiers gestes qui ont été posés par notre gouvernement pour améliorer le sort des futurs retraités. Claude va partager son temps avec Sylvain Chetagne, qui va nous parler de ce qui se passe dans le ROC, dans le reste du Canada, que ce soit en matière de régime public qu'en matière de régime privé. Évidemment, au Québec, on n'évolue pas en vase clos et ce qui se passe ailleurs, notamment dans le reste du Canada, influence évidemment nos décideurs ici au Québec. Notre classe dirigeante s'inspire grandement de ce qui peut se passer ailleurs. Sylvain est directeur national du service des politiques sociales et économiques et économiste en chef au Congrès du travail du Canada. Il est au CTC depuis 2008. Sylvain est impliqué dans le mouvement syndical depuis 1800. Depuis 1989, premièrement en tant qu'activiste élu au niveau local, régional, puis en tant que chercheur et représentant dans plusieurs organisations, dont l'Alliance de la fonction publique. Alors, je vous donne la parole à tous les deux. Merci, Marie. Daniel, notre président, plus tôt, disait que nous considérions le régime volontaire d'épargne retraite et la rente longévité comme étant du patchage. Alors, c'est effectivement le cas. J'aime bien l'expression d'ailleurs. Ça exprime bien ce qu'on en pense. Nous, on propose plutôt, avec la campagne « Une retraite à l'abri des soucis », d'agir là où ça compte. Alors, dans les régimes publics, la base commune à tous et à toutes. Il ne faut pas que j'oublie de tourner les petites pages. C'est une campagne qui a commencé, Marie-Josée le disait tantôt, il y a 4 ans, où on s'est joint au Congrès du travail du Canada, le CTC, pour cette campagne-là qui concerne effectivement tout le monde. Ça concerne évidemment les gens qui sont à la retraite à l'heure actuelle et ça concerne bien sûr aussi celles et ceux qui y seront éventuellement. Un bref rappel de nos objectifs dans cette campagne-là et puis de ce qu'on entend faire pour celles et ceux d'entre vous qui se joignent à nous pour une première fois au séminaire. Alors, nos objectifs, ils sont simples. C'est pas compliqué. Ce qu'on veut faire, c'est assurer une retraite décente à tous et à toutes. Et on veut aussi réduire la pauvreté chez les aînés, donc les gens qui sont actuellement à la retraite. On a des appuis dans cette campagne-là et on y tient et ils sont précieux. Nos appuis, ce sont des groupes qui représentent la société civile, des groupes de femmes, des groupes d'aînés, des associations étudiantes, des groupes de défense des plus démunis, etc. Et ils sont précieux parce que, vous savez, dernièrement, on est appelé souvent à se prononcer, notamment en commission parlementaire ou aux différents comités. Et il y a parmi de ces groupes-là qui présentent des mémoires et des opinions ou des avis qui vont dans le sens, évidemment, de la campagne pour bonifier le régime des rentes du Québec. Alors, ce n'est pas un hasard si le Parti québécois ou le gouvernement du Québec a mis dans les suites à donner au rapport d'Amour, d'analyser la bonification du régime de rente du Québec. C'est parce que la FTQ, comme d'autres, l'avait fortement suggéré dans les mémoires qui ont été présentées. Nos revendications, on veut bonifier le régime de rente du Québec, le RRQ. Ce qu'on veut faire, c'est de doubler
j'ai de la misère à voir en dessous du micro, de doubler la rente, la passer de 25 à 50 du revenu moyen en carrière. Doubler la rente du RRQ, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en fait en 2012, les femmes reçoivent en moyenne 372,95 $ mensuellement de la Régie des rentes du Québec. Les hommes reçoivent mensuellement aussi, pas par semaine, 564,99 $. Donc, c'est une petite rente, et qui est loin du maximum en 2012, qui était de 986 $. Donc, c'est une rente minime et c'est ça qu'on veut effectivement doubler. On veut aussi augmenter le revenu cotisable. Actuellement, on ne cotise pas sur les premiers 3 500 $ de revenus, mais on cotise sur l'excédent jusqu'à un plafond de 52 500 $ cette année. Et on veut augmenter ça à 69 000 $ pour que, dans nos régimes publics au Québec, par exemple la CSST, par exemple le régime québécois d'assurance parentale, bien, qu'on ait les mêmes couvertures. Il n'y a pas de raison pour que, quand on parle de retraite, bien, que ce soit un programme social qui soit différent des deux autres. On veut aussi doubler l'exemption. Je disais qu'on a un 3 500 sur lequel on ne paie pas de contribution personne. On veut la doubler à 7 000 $. Pourquoi on veut faire ça? Parce qu'évidemment, doubler la rente du RRQ, ça a un coût, bien sûr, et on ne veut pas que les gens qui sont à plus faible revenu aient un impact trop grand. Donc, en doublant l'exemption, on s'assure que ce soit une augmentation raisonnable, considérant le bénéfice qu'on reçoit de la Régie des rentes du Québec. En passant, ce qu'on propose, c'est un deuxième volet au RRQ qui serait celui-là capitalisé comme nos régimes à prestations déterminés le sont. Donc, considérant que ce n'est pas un régime à répartition, ça fait une cotisation qui est beaucoup moins élevée puisque les sommes demeurent dans le régime et profitent jusqu'à ce qu'on prenne la retraite. Donc, le coût du doublement et du fait de passer le maximum de 52 000 à 69 000, ça coûte environ, pour les gens qui auraient un revenu de 69 000, environ 3,5 %. Et il y a une cotisation semblable de l'employeur. Pour les gens qui sont à 25 000 $ par exemple, de revenus annuels, ça coûte 2 % autour. Et évidemment, les gens qui ont un revenu plus bas que ça, bien, c'est encore moins dispendieux. Et ce qu'on propose, c'est une mise en place sur 7 ans. Donc, cette augmentation-là, elle est sur 7 ans. Et la cotisation de l'employeur qui devra suivre, elle aussi, elle est étalée sur 7 ans. Ce qui fait que dans aucun cas, un salarié ou une salariée n'aurait à débourser plus de 1,5 de 1 %. Ça, si je parle là, des gens qui ont un revenu d'un salaire de 69 000, plus de 1,5 de 1 % sur la période de 7 ans pour arriver finalement à la cotisation de 3,5. On veut aussi augmenter sur le champ le supplément de revenu garanti d'au moins 15 %. Pourquoi 15 %? Bien, actuellement, ce que paient les régimes publics, et particulièrement les gens qui reçoivent le supplément de revenu garanti, c'est des gens qui sont pauvres à la retraite. C'est bien clair, c'est pauvreté assurée, et ça, même si on reçoit le maximum de la Régie des rentes du Québec. Donc, puis très peu, soit dit en passant, reçoivent le maximum de la Régie des rentes. C'est à peu près 7 % seulement qui reçoivent le maximum. Donc, ce qu'on souhaite, c'est d'augmenter le supplément de revenu garanti immédiatement pour faire en sorte que les gens puissent au moins s'approcher du seuil de faible revenu. On veut aussi sécuriser les rentes des régimes de retraite. Notre prétention est à l'effet qu'un contrat qui est signé entre un syndicat ou une accréditation et ses salariés, un employeur et ses salariés pour un régime de retraite, c'est aussi bon et aussi valide, à notre opinion, que lorsque l'entreprise signe un contrat avec un banquier.
Or, quand les entreprises sont en difficulté, sont en faillite, bien, le contrat qui est signé entre les travailleurs, l'entente qu'on a sur notre régime de retraite, bien, c'est relégué ça très, très loin. Et ça fait en sorte que quand les banquiers ont passé et autres, bien, il ne reste plus rien pour payer la rente si le régime est en déficit, là, pour payer le déficit du régime de retraite. Et Dieu seul sait si, dans les dernières années, nos régimes l'ont été en déficit. Alors, ce qu'on veut, c'est augmenter la priorité en cas de faillite d'entreprise. Tout le monde le dit, on va le répéter, nos aînés sont pauvres. Ils sont pauvres au Québec particulièrement et dans d'autres provinces. Là, il y a 44 des personnes de 65 ans et plus qui reçoivent le supplément de revenu garanti qui est, disons-le, l'aide sociale pour les personnes aînées. Alors, si on se compare au reste du Canada, on se désole parce qu'au Canada, c'est 34 donc un retraité, une personne de 65 ans et plus sur 3. Et là, si on se compare à l'Ontario, mais là, on pleure carrément. Là, en Ontario, c'est 1 personne sur 4, alors que chez nous, c'est pratiquement 1 personne sur 2. Alors, cette pauvreté-là, elle a des effets, bien certainement. Une nouvelle statistique que j'ai lue la semaine passée, au Canada, en 2012, le taux d'activité, on entend par taux d'activité les gens qui sont au travail. Alors, le taux d'activité chez les personnes de 65 à 69 ans était de 24,5 %, soit plus du double de ce qu'il était en 2008. Alors moi, là, quand on parle de finances, je ne crois pas trop au hasard. Je ne sais pas vous, là, mais il serait extrêmement surprenant que ces gens-là soient retournés au travail ou soient demeurés au travail soudainement après 2008 parce qu'ils s'ennuient chez eux. Hein? Alors, il y a des grosses chances que ça, ce soit l'effet de la crise financière de 2008. De la crise financière de 2008 qui, comme on le sait, a eu de l'effet énormément sur nos placements. Et quand on est en gestion de la retraite de façon individuelle, bien, le coût est encore plus dur. Alors, il y a des gens qui, puis ce n'est pas des farces, là, c'est le double des gens de cet âge-là qui sont revenus sur le marché du travail ou qui ont continué à travailler après 65 ans. Tout le monde s'en mêle. C'est pas une faute de frappe, là. C'est vraiment comme ça que je voulais l'écrire dans la présentation. L'année passée, au dernier séminaire, on vous parlait de ce que le gouvernement fédéral avait fait. Harper, il y a 2-3 ans, augmenté l'âge d'admissibilité à la pension de sécurité de vieillesse et au supplément de revenu garanti. À partir de 2003, ça passe à 67 ans. Il a aussi, et ça a été bien accueilli, vous le comprendrez aisément, il a augmenté de 600 $ le supplément de revenu garanti pour les plus pauvres parmi les pauvres. Là, on parle de personnes qui ont un revenu annuel des régimes publics autour de 14 000 $ par année. Alors, c'est sûr que pour ces gens-là, recevoir 600 $ par année, 50 $ par mois, c'est de l'argent qui compte. On a salué ça, mais évidemment, c'est bien loin de ce qu'on souhaite dans cette campagne-là. Il a aussi créé les régimes de pension agréés collectifs. Alors ça, c'est des régimes pour les salariés sous juridiction fédérale. Et donc, les provinces étaient appelées à en créer des semblables, chacun dans son milieu. Et nous voilà avec les régimes volontaires d'épargne retraite, qui sont en fait le clone des régimes des RPAC, les régimes de pension agréés collectifs. Alors, il faut dire, surprenant, puis peut-être pas dans le fond, le Parti libéral à l'époque s'est littéralement garoché, c'est le bon mot aussi, s'est littéralement garoché pour déposer un projet de loi pour créer les régimes volontaires d'épargne retraite, laissant entendre à la population du Québec que le gouvernement était là pour répondre à la problématique de la pauvreté à la retraite. Mais le RVR, est-ce que c'est vraiment la solution? Bon, je pense que vous avez compris que non, mais là, on va regarder, voir c'est quoi vraiment le régime volontaire d'épargne retraite. Alors, c'est un régime d'épargne en vue de la retraite.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On dit un régime en vue de la retraite. Alors, moi, je suis ici et je vois là-bas la retraite à 65 ans, ou plutôt, je le souhaite aussi. Alors, je vois la retraite, mais ma vue peut changer de direction et aller vers un voyage à la Florida. Pas de problème. Je peux perdre l'objectif de vue, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que fonctionne un REER. Donc, c'est en vue de la retraite, ce n'est pas un objectif qui est, comment dire, je l'ai dans le ciment, là, on peut utiliser nos REER à plein d'autres choses. Le RVER est pareil. C'est un régime de cotisation volontaire. Il n'y a pas d'obligation de cotiser. On va voir tantôt s'il y a un petit texte amusant que je trouve dans la loi. On le regardera. Alors, cotisation volontaire, tel le REER. C'est un régime dans lequel les cotisations salariales, les cotisations des employés vont être admissibles au RAP, le régime d'accession à la propriété, comme le REER, pareil comme le REER. C'est un régime où les risques de rendement et de longévité, là, on entend à quelle heure qu'on meurt, là, sont assumés individuellement. Donc, c'est comme le REER. Et c'est administré par les institutions financières, pas mal comme le REER. Un coudon. C'est-il un REER? En fait, ça a les grandes caractéristiques, on vient de les voir, qui sont identiques au REER, sauf qu'on a créé là une bébite qui est un petit peu plus compliquée. Alors, allons voir ça. Comment ça marche? Bon, premièrement, l'entrée en vigueur, c'est le 1er juillet 2014 et il y a une obligation d'inscrire les salariés. Et donc, il y a une gradation là, dans le nombre d'entreprises qui devront entrer à certains moments. On est allé avec le nombre de salariés, donc 20 plus en 2016, 10 à 19 en 2017, 5 à 9 salariés. Ces autres, bien là, c'est indéterminé. Mais ça ne sera pas avant le 1er janvier 2018. Inscription obligatoire, ça veut dire que dans toutes ces entreprises-là, on devra inscrire les salariés au régime. Donc, c'est une adhésion obligatoire. Vous remarquerez que, 5 à 9 salariés, c'est indéterminé et 5 salariés et moins, il n'y a rien de prévu du tout dans la loi. Alors ça, c'est 203 000 salariés qui ne se verront pas offrir ce régime-là. Sont exemptées les entreprises dont les salariés bénéficient déjà d'un régime de pension agréé, donc on appelle au Québec ici les RCR, donc les régimes complémentaires de retraite, les régimes à prestations déterminées ou les régimes à cotisation déterminée. Et sont exemptées aussi les entreprises qui offrent. On comprend ici qu'il s'agit d'offrir. Si les salariés ne le prennent pas, ce n'est pas grave, l'entreprise doit faire, qui offre aux salariés de prélever des sommes pour leur REER. Et surprise, vraiment, aussi le CELI. C'est merveilleux. Donc, on m'offre un REER ou un CELI. Donc, si l'entreprise offre un CELI, puis les salariés cotisent à leur CELI, qui est un régime qui n'est pas du tout, là, qui est vraiment pas, il n'est même pas en vue de la retraite. Là, on ne parle même pas de retraite dans le CELI. Je comprends que pour certaines personnes qui sont à très faible revenu, c'est le véhicule peut-être qu'ils devraient privilégier pour accumuler des sommes en vue de la retraite, mais pour tous les autres, ce n'est pas le cas. Alors, ces salariés-là ces entreprises-là seront exemptées d'offrir un RVER à leurs salariés. Alors, il serait peut-être temps, si effectivement on arrive à négocier une contribution d'employeur dans les endroits où on n'a pas de régime de retraite pour les salariés, que ce soit la cotisation, la RSS, la retenue sur le salaire pour le Fonds de solidarité ou un régime de retraite qui est le régime de retraite par financement salarial dont vous allez entendre parler aujourd'hui, bien, il serait peut-être temps de le faire avant qu'on mette en place le RVER dans les entreprises. Comment ça marche?
Article 1, vous savez, l'article 1 d'un projet de loi, c'est là où on met en place nos objectifs, ce qu'on entend faire avec ce qu'on crée par le projet de loi. Alors, ça a l'avantage dans le RVR d'être assez clair ce qu'on veut faire et surtout des objectifs qu'on va rencontrer. On dit, et c'est entre guillemets, ce régime est dit volontaire. Vous savez, dans des projets de loi ou dans les lois, on voit souvent des mots qu'on a de la difficulté à définir parce que c'est des termes qu'on n'utilise pas fréquemment. Mais ici, volontaire, je pense que c'est un mot que de façon générale, les gens comprennent bien, mais on a vu la nécessité de le définir. On dit, puisque nul n'est tenu d'y participer. Alors, soyons clairs, on est à l'article 1. Il faut dire tout de suite là, que ce n'est pas nécessaire d'y participer. On dit aussi, par ailleurs, le participant établit sa cotisation au régime et l'employeur n'est pas tenu d'y cotiser. Alors, on le répète juste au cas où on ne voit pas ici où est le nul dans l'histoire. Hein? Ici, c'est l'employeur, le nul. Alors, c'est clair les objectifs qu'on a avec ce régime-là et les espoirs qu'on peut avoir, c'est bien décrit dans l'article 1. La cotisation salariale est définie par défaut. Donc, dépendamment d'à quel moment la grande opportunité m'est offerte, je devrais cotiser 2, 3 ou 4 % dans un régime dont j'ai déterminé déjà les grandes caractéristiques. Il y a 2 minutes, je vous disais que doubler la rente du régime de rente du Québec, ça coûte entre 1 % peut-être, les plus bas salariés, là, mais le maximum, c'est 3,5 % que ça coûte aux salariés avec une cotisation semblable pour l'employeur. Alors, regardez le coût, ce qu'on demande comme cotisation. Le salarié ou la salariée va débourser des épargnes de 3 ou 4 %, mais va avoir un régime dont il est entièrement responsable des déficits et des risques qui sont associés à la longévité. Alors, c'est simplement odieux, mais ce n'est pas terminé. Cette cotisation-là, elle peut être réduite à 0 sur simple avis. Un avis dans lequel il y a des choses cruciales comme informations qui doivent être données, par exemple, le nom et l'adresse de la personne. C'est très difficile de réduire sa cotisation à 0. Alors, comment ça marche encore? Les cotisations de l'employeur sont immobilisées parce que, écoutez, là, franchement, les vôtres, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais si jamais l'employeur vous fait la grâce de cotiser dans votre RVAR, bien, ces cotisations à lui seront immobilisées. Les frais de gestion, mes amis banquiers ont été appelés à faire de gros efforts sur les frais de gestion parce que les frais de gestion, on le dit, on le répète, puis il faut le dire parce qu'il faut faire attention à nos affaires. Les frais de gestion des fonds mutuels ou des fonds communs de placement ou fonds d'investissement, c'est toute la même chose. Au Canada, c'est en moyenne 2,56 % le coût des frais de gestion de ces produits financiers-là. Alors, vous comprendrez qu'on demande un effort considérable aux institutions financières quand on leur dit quand on leur demande, et ça c'est le règlement de la loi, des frais de gestion de 1,25 pour des placements du cycle de vie. Ça, c'est des placements où le risque est plus élevé en début de carrière et où le risque diminue au fil du temps jusqu'à la retraite. Alors ça, ce serait les placements par défaut. Et par exemple, si les salariés ne veulent pas de ce cycle-là, ce cycle de vie-là, puis ils veulent définir leur propre cycle, bien là, il y aura d'autres placements qui seront offerts, sauf que ces placements-là seront plus dispendieux. Alors, j'ai entendu Lynn dire tantôt que, les banquiers n'étaient peut-être pas prêts à faire l'effort considérable qu'on leur demande. Moi, je veux juste vous dire que les taux qui sont là, c'est les mêmes taux, c'est les mêmes frais de gestion que le Fonds de solidarité qui, lui, a une mission sociale. Les frais de gestion du Fonds de solidarité, c'est 1,4 %.
Alors, puis là, on essaie d'avoir la même chose d'autres institutions financières, puis ça leur demande un effort qu'ils ne peuvent pas faire apparemment. On verra bien, on va surveiller ça de près, parce qu'évidemment, ça, c'était une des bonnes choses pour les gens qui étaient au RVAR, puis là, ben, ça risque peut-être de ne pas fonctionner, si je comprends bien, les banquiers qui vont être dans la misère suite à ça. Là, on ne voudrait pas ça. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire si on compare le régime volontaire d'épargne au volet capitalisé du RRQ? En fait, c'est les mêmes arguments que si on comparait, par exemple, un régime d'accumulation de capital à un régime d'accumulation de rente, que sont nos régimes à prestations déterminées. Alors, cotiser au RVAR plutôt que d'avoir un volet capitalisé au RRQ, ça veut dire cotiser plus à cause du risque de longévité. Parce que quand on s'occupe nous-mêmes de nos affaires puis qu'on prend les risques individuellement quant à la longévité, bien, il faut mettre de l'argent un peu plus de côté parce que, par exemple, si on a une espérance de vie à 85 ans, bien ça veut dire que 50 des chances qu'on décède après 85 ans puis 50 des chances qu'on décède avant. Alors, quelqu'un de raisonnablement prudent, il devrait mettre plus d'argent de côté pour pouvoir passer le fameux 85 ans, puisqu'il y a une chance sur 2 de le réaliser. Donc, plus d'argent à mettre de côté. Ça veut dire aussi cotiser plus parce que, à cause des rendements, ça a été expliqué précédemment, les caisses communes, on a plus de chances de faire, puis c'est effectivement le cas, c'est pas juste une chance. Là, quand c'est géré par des professionnels, évidemment, ça rapporte plus que quand c'est des gestions individuelles. Cotiser plus à cause des frais. On ne va pas comparer là, le 1,25 et le 1,5 des frais de gestion des RVAR au 0,3 ou 0,4 des frais de gestion de la Régie des rentes du Québec. Là, c'est sûr, c'est 3 ou 4 fois plus. Alors, ce que ça veut dire en termes clairs, c'est cotiser plus, oui, mais pour avoir quoi? Bien, pour avoir moins d'argent durant notre vie active, parce qu'il faudra en mettre plus de côté pour un résultat qui sera peut-être semblable, mais il y a de grosses chances qu'on cotise plus pour effectivement avoir moins d'argent à la retraite. Alors là, on est en train de s'embarquer dans un gros exercice avec les RVAR, alors que c'est quelque chose qui est très, très semblable au REER, et puis on la connaît, l'efficacité des REER, là, ça existe depuis tellement longtemps, on le sait que c'est pas efficace. Le comité d'experts a inventé la rente longévité. Est-ce que c'est l'idée du siècle? Bon, alors, c'est une rente, un régime qui va être entièrement capitalisé, donc ça, c'est une bonne nouvelle, administré par la Régie des rentes du Québec et par la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Alors ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Et, financement égal entre les employeurs et les travailleurs. Donc, le pacte, on disait tantôt, que les employeurs doivent participer à la retraite, c'est ce qui est suggéré ici. Le coût de cette rente-là est de 3,3 et il y a une mise en place, comme nous, on suggère, sur 5 ans. Nous, c'est 7, eux, c'est 5. On veut, avec la rente longévité, constituer des marges. Donc, c'est une bonne chose, ça. Et ça serait une bonne chose aussi dans nos régimes à prestations déterminées, considérant qu'il y a de la fluctuation dans les marchés. D'avoir des marges, c'est très certainement pas une mauvaise chose. La rente qui est établie est de 0,5 du salaire admissible, soit le MGA qu'on connaît aujourd'hui à 52 500. Et, j'ai pas fait défiler. Et il y a une garantie de 5 ans qui accompagne la rente. Mais il y a quelques petits problèmes à la rente longévité. Bon, premièrement, elle ne débute qu'à 75 ans. Alors nous, quand on a vu ça, on a fait le lien direct entre ce que le gouvernement suggère de la fameuse autonomie, comment est-ce qu'on l'appelle, Marie, l'autonomie?
L'assurance, merci. L'assurance autonomie. Alors, on voit un lien direct. On veut privatiser les services de santé et avec la rente longévité, bien, on peut s'assurer que les personnes en perte d'autonomie pourront payer ce que ça coûte. Alors, on a imaginé une rente longévité. On pense que peut-être bien que ça aurait un lien. La rente ne tient pas compte des années d'inactivité. Donc, contrairement au RRQ où les 15 % des mois les moins bien rémunérés sont retirés du calcul et où, par exemple, si l'un des deux parents s'est occupé des enfants pendant un bout de temps, on retire ces mois-là aussi du calcul, bien, ça ne sera pas le cas avec la rente longévité. Et ça, c'est clairement quelque chose qui va, encore une fois, toucher la rente des femmes. Le taux de remplacement, pardon, je m'étais perdue. Taux de remplacement de revenus est inadéquat à la retraite. Bien sûr, la retraite, ça ne commence pas à 75 ans. En tout cas, on le souhaite. J'espère qu'on n'est pas jumpé de Liberté 55 à Liberté 75. Là. Il y a une période entre les deux où, effectivement, on est à la retraite. Et nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est que les revenus de retraite soient adéquats. Donc, le taux de remplacement est inadéquat pendant la retraite. La rente est ajustée en fonction de la santé financière du régime. Alors, allô, on vient d'inventer un régime public à prestations cibles. C'est merveilleux. Alors, c'est un régime dont on comprend que les cotisations seront fixes ou relativement fixes, constituées de réserves, mais si jamais on n'est pas capable de payer, bien, la rente, à la fin, sera ajustée en fonction de la santé financière. Surprise, probablement qu'on a voulu donner un petit break au comité de négociation dans le secteur public, là, parce qu'on a réglé l'affaire d'Anego en disant que la coordination à la rente longévité serait obligatoire pour les gens du secteur public. Ce qu'on a analysé aussi la chose, et un autre problème qu'on a avec la rente longévité, c'est que les travailleurs et les travailleuses à plus faible revenu risquent de ne pas en profiter. Ce n'est pas des farces, vous savez, quand on dit qu'il vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade, c'est effectivement le cas. Par exemple, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, l'espérance de vie est de, je pense, de mémoire, 74,2 ans. Ça veut donc dire que ces gens-là pourraient contribuer de 18 ans et pendant 40 ans, et toute leur vie durant, à une rente dont ils ne toucheraient pas un sou. Ça serait pour la fameuse garantie irait à leurs survivants. Alors, où en sommes-nous dans cette campagne-là? La fameuse règle des 2/3 des provinces, parce que pour modifier le régime des rentes du Québec ou le régime de pension du Canada, il faut l'accord de 2/3 des provinces qui représentent les 2/3 de la population. Alors, on l'a eu, cet accord-là, et c'est venu par le Québec, et il était temps, franchement. Le 31 août, on commençait à désespérer, ça n'avait quasiment pas de bon sens, mais en tout cas, le Parti québécois, pendant la campagne électorale, au 31 août 2012, a écrit une lettre à Michel Arsenault pour lui dire qu'effectivement, le Parti québécois appuierait la bonification du RRQ, et c'est ce qu'ils ont fait. Ce que ne voulait pas faire le gouvernement libéral précédent, mais ce qu'a fait le Parti québécois. Donc, la mesure, on a ce qu'il faut. Donc, le gouvernement fédéral, puisque cette règle-là est respectée, devrait aller de l'avant et bonifier le régime de pension du Canada et le RRQ. Un sondage a été fait et par, je crois que c'est Morneau-Chapelle, qui a sondé 200 entreprises promoteurs de régimes de retraite, et il y a les 2/3 des sondés qui se sont dit en accord avec l'énoncé à l'effet que les régimes de retraite publics devraient assurer aux travailleurs à revenu moyen une retraite raisonnablement confortable. Alors, ce n'est pas très surprenant que les promoteurs de régimes soient en accord avec la bonification des régimes publics. Pourquoi? Parce que la bonification des régimes publics du RRQ enlèverait de la pression sur nos régimes à prestations déterminées. C'est clair que les employeurs essaieraient, aux tables de négociation, de joindre les deux ou d'échanger
une rente dans un régime privé par une rente qui est, disons-le, là, dans nos régimes publics qui sont entièrement indexés. Je pense qu'il y aurait des gens qui seraient intéressés à le faire aussi parmi nos rangs. L'Ontario est choqué de voir que les choses n'avancent pas et menace de créer son propre régime si le gouvernement fédéral ne va pas de l'avant avec la bonification du RPC. Alors, il y aurait création de régime en Ontario auquel il y aurait possibilité que d'autres provinces se joignent aussi. Sylvain va nous en parler tantôt. Puis en même temps, Sylvain, tu nous diras si la rente longévité que le comité d'amour est censé faire, la promotion ad marius candemare, si ça porte ses fruits dans le ROC. Il y a des propositions qui sont discutées dans les rencontres fédérales, provinciales et territoriales. Ces propositions-là, je ne suis pas sûre que je vois la couleur bien, mais en tout cas, la première barre, la verte foncée, je crois, c'est le RRQ actuel. Alors, au RRQ actuel, vous voyez, les gens cotisent et évidemment, la rente va avec la cotisation. Dans les chiffres en bas, c'est le salaire. Dans ceux sur le côté à gauche, c'est le montant de la rente que ça procure. Alors, vous avez le RRQ actuel où on cotise et on obtient une rente et il y a un plafond. Vous voyez qu'à un moment donné, la ligne monte, puis à un moment donné, elle est à plat parce qu'on cotise jusqu'à 52 500 cette année. Donc, après ça, tout le monde a une rente égale, peu importe le montant que l'on gagne. Il y a une autre proposition qui, celle-là, et c'est la ligne un peu plus, un vert pâle, c'est ça, un vert pâle qu'on appelle la proposition Sheridan. Alors ça, c'est le ministre des Finances de l'île du Prince-Édouard qui fait une proposition qui est la suivante. Alors, c'est un petit peu plus compliqué sur le graphique, mais dans le premier bout, jusqu'à hauteur de 26 500 ou à peu près, là, vous voyez que la ligne se confond avec celui actuel de la Régie des rentes du Québec. C'est parce que Sheridan, la proposition Sheridan, ne change rien pour les gens qui ont une rémunération égale à 50 du MGA, qui est actuellement 52 500. Donc, sur le premier bout, il ne change rien. Sur le deuxième bout, après 26 500, puis là, je essaie de faire le calcul dans ma tête, là, 52 500 divisé par 2, je pense, je ne sais plus. Donc, entre 26 500 et 52 500, là, il ajoute au 25 un 15 Puis ensuite, ça, c'est la ligne que vous voyez jusqu'à la hauteur du 52 500 ou à peu près. Et ensuite, il y a un 15 pour les salariés dont les revenus sont entre le MGA actuel, 52 500, puis le double, donc autour de 105 000 $. Donc, c'est vraiment à pallier un premier bout où c'est le statu quo jusqu'à la moitié du MGA, 15 de plus entre la moitié puis l'entièreté du MGA, puis un autre 15 La ligne au-dessus, c'est une proposition, et celle-là, elle est prune, je crois, mauve, quelque chose comme. Une proposition qui avait été discutée aussi au moment où on parlait de bonifier de façon modeste le régime des rentes du Québec et le RPC, c'était de passer le fameux 25 des revenus en carrière à 35 et on prenait la moyenne des gains admissibles, le fameux 52 500, et on multipliait par 1,5 donc autour de 78 000 $. Donc, on voit que les lignes, et puis la dernière, la rouge, c'est celle qu'on a identifiée FTQ. Notre position, c'est de doubler la rente et de cotiser jusqu'à un maximum de 69 000 $. Alors, vous voyez que c'est celle qui donne la rente la plus élevée, mais allons voir avec des chiffres. On a fait un calcul basé sur un revenu moyen en carrière de 40 000 $, donc pour une personne seule. Et vous avez là les trois propositions, ce que ça donne en piastres, quelqu'un gagne autour de 40 000 $. Donc, le statu quo
le taux de remplacement, donc ce qu'on peut espérer avoir des régimes de publics par rapport à notre gain qui était de 40 000 $ avant la retraite, bien, c'est 49 %. Proposition Sheridan, 52 %. La proposition Modeste, 54 % et la proposition de la FTQ qui est à 64 %. Et vous remarquerez qu'il y a un bâtonnet qui est manquant dans la proposition FTQ, c'est celui du supplément de revenu garanti. Ce n'est pas une erreur, c'est parce qu'en doublant la rente du RRQ pour les gens qui ont un revenu de 40 000, bien, ce n'est plus des pauvres à la retraite et donc ils ne reçoivent plus de supplément. Alors, ils ne sont plus sur l'aide sociale des personnes âgées et donc, quand ils encaissent 1 000 $ dans leur REER, bien, ils n'en voient pas 50 % partir. Donc, les chiffres nous démontrent que la campagne rencontre vraiment nos objectifs. Alors, dans un contexte où on a 40 % seulement des travailleurs et des travailleuses qui bénéficient d'un régime complémentaire de retraite, où 38 % n'ont rien comme dans RIEN, ils n'ont rien. Evelyne nous a montré la tarte tantôt, là, ces chiffres-là sont tirés de ça. Nos régimes de retraite à prestations déterminées, ceux qu'on aime, bien, ils sont en perte de vitesse. Ils sont moins nombreux, moins accessibles aux jeunes, puis on voit malheureusement de plus en plus de clauses de disparité de traitement apparaître, et donc encore là, moins accessibles. Taux d'endettement record, Evelyne en a parlé, épargne familique. Alors, il me semble que dans un contexte comme celui-là, où l'épargne est difficile, il faudrait mettre l'argent là où ça compte, dans un régime qui est efficace et non pas dans un régime de patchage comme le RVER. Et il y a consensus pour des provinces pour améliorer le régime de pension du Canada et le RRQ. Alors, quelle est-elle la position du Parti conservateur, le grand maître de la fédération? Bien, vous le voyez, là, il attaque les travailleurs et les travailleuses, on a vu, attaque les syndicats et ne propose pas de bonifier le régime de pension du Canada et le RRQ, prétextant que l'économie canadienne n'est pas assez forte. Alors, voilà où on en est. On sait qui est la cible pour le moment dans cette campagne-là. C'est vraiment le gouvernement conservateur. Mais c'est une campagne, voyez-vous, qui fluctue aussi parce que l'accord des provinces peut changer. Il y a des élections ici au 7 avril et si on ramène le gouvernement libéral qui n'est pas en faveur, bien là, on vient de perdre les 2/3 des provinces qui représentent les 2/3 de la population. Alors, il va falloir voir, là, après les élections, qui devient nos nouvelles cibles et de quelle façon on va faire nos plans d'action pour s'assurer qu'on puisse éventuellement aller de l'avant avec cette campagne-là puis bonifier. Il y a un conseil consultatif le 24 avril de la FTQ sur des stratégies à développer pour combattre les attaques antisyndicales du gouvernement Harper. Donc, on vous invite à être là, évidemment, puis on parlera aussi de ce qu'on peut faire avec, concernant le régime, le RRQ. Alors, il y aura des plans d'action à développer très prochainement et nous serons à l'attaque parce qu'on tient à cette campagne-là. C'est, pour paraphraser René Roy, c'est la campagne du siècle. Merci.